Imaginez une Europe baignée d'une lumière crépusculaire où l'air vibre encore des échos de conflits passés et des murmures d'un avenir incertain. Nous sommes au XVIIe siècle, une période souvent oubliée, prise en étau entre la splendeur de la Renaissance et l'éclat des Lumières. Pourtant, ce siècle est un creuset, un carrefour d'évolutions profondes qui ont sculpté les contours de notre continent, jetant les fondations mêmes de l'Europe moderne telle que nous la connaissons. Comment cette époque, faite de contrastes saisissants, de grandeur et de misère, de foi inébranlable et de doutes naissants, a-t-elle pu façonner à ce point notre destinée collective? C'est un voyage au cœur de ces bouleversements que nous vous proposons. L'Europe du XVIIe siècle porte encore les cicatrices profondes des guerres de religion qui l'ont déchirée. La paix de Westphalie, signée en 1648, met fin à la terrible guerre de 30 ans, mais les plaies sont loin d'être refermées. Le traumatisme est palpable et la quête de stabilité devient une obsession. C'est dans ce contexte que les États-nations commencent à s'affirmer, consolidant leur pouvoir autour de monarchies de plus en plus centralisées. La fragmentation féodale cède progressivement la place à des structures étatiques plus robustes, où le roi ou le souverain cherche à étendre son autorité sur des territoires de mieux en mieux définis. La société, elle, demeure rigide, organisée en ordre, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Une structure immuable en apparence, mais sous la surface, des tensions latentes bouillonnent, prêtes à éclater. Sur la scène géopolitique, les cartes sont redistribuées. L'Espagne, jadis puissance dominante dont l'empire s'étendait sur les continents, entame un lent mais inéluctable déclin, épuisé par des guerres incessantes et une gestion économique parfois hasardeuse. À l'inverse, la France monte en puissance sous l'égide de monarques ambitieux et de ministres clairvoyants, se préparant à devenir la première puissance continentale. L'Angleterre, quant à elle, est en pleine effervescence politique et religieuse, cherchant sa propre voie vers la stabilité après des décennies de troubles. Et puis, il y a les Provinces unies, une république marchande en plein essor, dont la flotte domine les mers et dont les villes prospèrent grâce à un commerce florissant et une tolérance relative. Plongeons maintenant au cœur de ce monde, dans une ville européenne typique du XVIIe siècle. Imaginez le brouhaha des rues pavées, le claquement des sabots de chevaux, le cri des marchands ambulants. L'air est lourd, un mélange d'odeurs de fumée de bois, de fesses animales et d'épices exotiques venues des lointains comptoirs commerciaux. Les rivières et les ports sont les artères vitales de ces cités, grouillantes de gabarres et de navires marchands, reliant l'intérieur des terres aux vastes océans. Sur les marchés animés, véritable cœur battant de la vie urbaine, paysans et artisans côtoient marchands et bourgeois, échangeant non seulement des biens, mais aussi des nouvelles et des rumeurs. Mais les rues pavées, si elles sont le théâtre de cette effervescence, sont aussi des lieux de danger. La saleté est omniprésente, les ordures s'accumulent et l'absence d'éclairage public nocturne en fait des repères pour les brigands. La criminalité est une réalité quotidienne pour beaucoup. L'architecture, elle, est un mélange fascinant. Des maisons à colombages serrées les unes contre les autres, des églises gothiques imposantes, côtoyant des édifices baroques flamboyants. Et dans les capitales, les premiers palais royaux, symbole de la puissance nouvelle des souverains. Chaque façade raconte une histoire, chaque ruelle recèle un secret. Ce monde est à la fois familier et étrangement lointain. Un monde où la modernité commence à poindre, mais où les traditions millénaires tiennent encore bon. Un monde en équilibre, fragile, à l'aube de transformations encore inimaginables. Au milieu de cette effervescence urbaine et de ces mutations politiques, une force persistante et omniprésente continue de modeler l'Europe du XVIIe siècle, la religion. Le catholicisme et le protestantisme, loin de n'être que des systèmes de croyance, demeurent des piliers fondamentaux de l'identité individuelle et collective, mais aussi des sources intarissables de conflits. Chaque royaume, chaque principauté,
chaque individu se définit souvent par son appartenance confessionnelle. La contre-réforme, cette vaste entreprise de reconquête spirituelle et politique lancée par l'Église catholique en réponse à la réforme protestante, continue de déployer ses effets, non seulement sur la vie spirituelle des fidèles, mais aussi sur l'art, l'architecture et la musique. Les églises baroques, avec leurs décors somptueux et leurs fresques célestes, sont autant de manifestations de cette volonté d'émerveiller et de ramener les âmes vers la foi romaine. Les guerres de religion, qui ont ensanglanté le siècle précédent, sont-elles un lointain souvenir ou une menace constante? La réponse est complexe. Si les grands conflits ouverts tendent à s'apaiser, les tensions confessionnelles restent vives. Des persécutions éclatent encore, des minorités sont marginalisées et l'idée de tolérance religieuse, bien que timidement esquissée par quelques penseurs audacieux, est loin d'être acceptée. Elle est souvent perçue comme un signe de faiblesse ou d'hérésie. La foi est une affaire d'État et la déviance religieuse peut être une trahison politique. C'est dans ce climat que l'absolutisme monarchique prend son essor, offrant une réponse à l'instabilité et à la fragmentation. La théorie du droit divin des rois, selon laquelle le monarque tire son pouvoir directement de Dieu et n'est responsable que devant lui, devient le fondement idéologique de cette nouvelle forme de gouvernance. Louis XIV, le roi Soleil, en France, incarne cette doctrine à son apogée. Son règne est le modèle que tentent d'imiter de nombreux souverains européens. La construction de Versailles, bien plus qu'une simple résidence royale, est un symbole éclatant de ce pouvoir absolu. Ses dimensions colossales, son faste inouï, ses jardins à la française où la nature est domptée et ordonnée, tout concourt à exalter la grandeur du monarque, à la fois maître de son royaume et maître du monde. Versailles n'est pas seulement un palais, c'est une scène où se joue quotidiennement le théâtre de la monarchie, où les courtisans gravitent autour du souverain, renforçant sa légitimité par leur dévouement et leur obéissance. Pourtant, même le pouvoir absolu a ses limites. Les privilèges des nobles, les coutumes ancestrales des provinces, les révoltes populaires sporadiques, souvent motivées par la faim ou l'injustice fiscale, rappellent au roi que leur autorité, aussi vaste soit-elle, n'est jamais sans contrainte. La gouvernance est un équilibre délicat entre l'affirmation de la puissance royale et la nécessité de maintenir la paix sociale. Parallèlement à ces transformations politiques et religieuses, les fondements de l'économie européenne connaissent également de profondes mutations. Le mercantilisme s'impose comme la doctrine économique dominante. L'idée est simple. La richesse d'une nation se mesure à la quantité d'or et d'argent qu'elle possède. Pour accumuler ces métaux précieux, il faut exporter plus qu'on importe, développer les manufactures nationales et protéger les marchés intérieurs par des tarifs douaniers. Cette politique favorise le développement des compagnies commerciales, véritables empires maritimes, qui étendent l'influence européenne bien au-delà des mers. L'expansion coloniale s'intensifie, ouvrant de nouvelles routes commerciales et exploitant les ressources des territoires lointains. Le commerce triangulaire, reliant l'Europe, l'Afrique et les Amériques, devient un moteur économique majeur, mais à un coût humain effroyable, fondé sur la traite négrière. Les implications éthiques de ce système, bien que rarement questionnées à l'époque, sont aujourd'hui au cœur de notre compréhension de cette période. En Europe même, les guildes et les corporations continuent d'organiser le travail des artisans, garantissant la qualité des produits et la formation des apprentis, mais aussi entravant parfois l'innovation. Cependant, des innovations techniques majeures, comme l'amélioration de l'imprimerie, le perfectionnement de la cartographie qui permet une navigation plus précise et les progrès de l'horlogerie qui révolutionne la mesure du temps, jettent les bases d'une ère nouvelle. Ces avancées, souvent discrètes, sont les rouages essentiels qui propulsent l'Europe vers une modernité encore balbutiante, mais inéluctable. Au cœur de cette effervescence, le XVIIe siècle voit également l'éclat des arts et des sciences
atteindre des sommets inégalés. Le style baroque, avec sa grandeur théâtrale et son émotion exacerbée, devient le langage artistique dominant, reflétant les tensions et les aspirations d'une époque. Des chefs-d'œuvre architecturaux aux compositions musicales grandioses, le baroque exprime la puissance, la passion et une spiritualité profonde. Les grands maîtres de la peinture, tels que Rembrandt, Vermeer et Velázquez, capturent l'âme humaine et la lumière d'une manière inédite, chacun dans son style propre, mais tous unis par une quête de vérité et de beauté. Leurs toiles sont des fenêtres sur un monde en pleine mutation, où l'intime côtoie le monumental. Mais au-delà des pinceaux et des marbres, c'est une véritable révolution scientifique qui se met en marche. Des figures emblématiques comme Galilée, avec ses observations télescopiques remettant en question la vision géocentrique du monde, Isaac Newton, dont les lois de la gravitation universelle unifient le cosmos, ou encore René Descartes, dont la méthode rationnelle pose les bases de la philosophie moderne, transforment radicalement notre compréhension de l'univers. Leurs découvertes ne sont pas de simples avancées techniques, elles sont des ruptures épistémologiques qui ébranlent les certitudes millénaires. L'essor des académies scientifiques et des salons littéraires favorise la diffusion de ces nouvelles idées, créant des espaces où le savoir est discuté, critiqué et enrichi, loin des dogmes traditionnels. Le théâtre et la littérature, quant à eux, ne sont pas en reste. Corneille, Racine et Molière, avec leurs tragédies classiques et leurs comédies mordantes, deviennent les miroirs de la société de leur temps, explorant les passions humaines, les dilemmes moraux et les travers sociaux avec une acuité inégalée. Ces bouleversements intellectuels et artistiques sont le terreau fertile des idées nouvelles qui préfigurent les Lumières. La philosophie rationaliste de Descartes, avec son célèbre « Je pense, donc je suis », invite à une remise en question de toute connaissance non fondée sur la raison. Cette démarche s'étend progressivement à la sphère politique et sociale. Les premiers questionnements sur le pouvoir absolu et les droits individuels émergent, posant les jalons des futures révolutions. La raison n'est plus seulement un outil de compréhension du monde, elle devient un guide pour l'action humaine et la quête de la vérité. Les voyages et les découvertes, bien que souvent empreints de violence et d'exploitation, élargissent considérablement l'horizon intellectuel des Européens, les confrontant à d'autres cultures, d'autres modes de pensée, et stimulant une curiosité insatiable pour le monde. Le XVIIe siècle, loin d'être une simple parenthèse historique, nous a légué un héritage durable qui façonne encore notre présent. Les frontières et les identités nationales que nous connaissons aujourd'hui ont souvent été forgées dans les guerres et les traités de cette époque tumultueuse. L'influence de l'absolutisme, même si les monarchies de droit divin ont disparu, se retrouve dans les structures étatiques modernes, dans l'idée d'un pouvoir centralisé et d'une administration efficace. La naissance de la science moderne, avec sa méthode expérimentale et son esprit critique, est sans doute l'héritage le plus profond, impactant chaque aspect de notre vie quotidienne, de la médecine à la technologie. La richesse culturelle et artistique du XVIIe siècle, des toiles de Rembrandt aux vers de Racine, constitue un patrimoine commun inestimable, témoignant de la grandeur de l'esprit humain. Réfléchir à cette période, c'est comprendre comment notre monde a été façonné, comment les tensions entre tradition et modernité, foi et raison, pouvoir et liberté, ont commencé à se dessiner. Sans cette connaissance de ce passé complexe et fondateur, il est impossible de saisir pleinement les enjeux et les défis de notre présent. Le XVIIe siècle n'est pas seulement une page d'histoire, c'est une clé pour déchiffrer notre propre existence.